Autant je croyais en l'université, je l'aimais, autant j'en suis très déçu. Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes, bienvenue sur Histoire de Psy. Les étudiants en psychologie aujourd'hui le savent. Rien de plus compliqué que de trouver un stage et que de pouvoir y avoir des responsabilités. En psychiatrie, à l'hôpital ou en association, être en stage dès la licence demande persévérance et obstination. Avec son entrée à l'université dans les années 80, Alain Bellozer nous invite à revenir sur ce qu'il appelle un âge d'or, où trouver un stage n'était pas plus compliqué que de pousser la porte du CMP à côté de chez soi. Alain Bellozer nous partage non seulement son chemin universitaire et clinique, mais également l'importance de son parcours personnel dans ses choix professionnels. Ces choix qui, d'une certaine manière, l'ont fait rencontrer le monde des hôpitaux et des maladies somatiques, et qui le feront décider d'une orientation de travail sur la question de la mort, du corps et du lien entre psychisme et maladies somatiques graves. En analyse depuis ses 17 ans, c'est lorsqu'il cherche à entendre d'autres choses, un son un peu nouveau, qu'il décide de quitter Strasbourg pour Paris, afin d'écouter les derniers séminaires de Lacan. Son certain âge, ou son âge certain comme il le dit, lui permet de vivre la dissolution de l'école de Lacan à 26 ans. Toutefois, par la suite, ce qu'il voit, vit et découvre dans les écoles et associations analytiques font qu'il ne s'y inscrira jamais, car plutôt que de s'enfermer dans une institution ou une seule école analytique, ce qui compte pour Alain Bellozer sont les rencontres et les amis. Loin de mettre en avant sa carrière universitaire, ce professeur de classe exceptionnel, directeur du département de psychologie à Rennes pendant de nombreuses années, membre de différents conseils et commissions scientifiques, pédagogiques et psychanalytiques, membre du CNU ou encore directeur du SURP pour l'enseignement de la psychanalyse et de la psychopathologie au niveau européen, nous évoque ses rencontres, ses réussites, ses difficultés et ses doutes, passés et actuels. Ce que semble chercher Alain Bellozer et qu'il nous partage avec gentillesse ici, c'est déjà ce qu'il cherchait lorsqu'il était au lycée, mais qu'il n'avait pas les mots pour l'expliquer. C'est trouver un lieu où mettre à l'épreuve les théories, c'est-à-dire la manière dont on essaie de se rendre compte du monde à soi-même et aux autres. Ce qu'il y a de particulièrement intéressant à entendre, mais également à lire chez Alain Bellozer, c'est qu'il aime utiliser un autre type de matériau clinique que ses rencontres avec les patients. Lui-même. Et quoi de plus engagé et engageant pour un clinicien aujourd'hui ? Merci Alain Bellozer d'avoir répondu à notre invitation de nous recevoir dans votre cabinet ici à Paris. Merci à vous. Et nous allons parler de votre parcours et des rencontres qui jalonnent ces derniers. Avant toute chose, est-ce que vous voulez bien vous présenter votre nom, votre prénom et peut-être comment vous définiriez votre activité aujourd'hui en quelques mots ? Eh bien, je m'appelle Alain Bellozer, je suis professeur des universités, comme on dit, à l'université Rennes 2. Je suis psychanalyste, ou en tout cas, j'occupe cette place de psychanalyste un certain nombre d'heures par semaine et certains me reconnaissent comme tel, ce qui fait qu'on fait un travail ensemble. Et que vous dire d'autre ? Eh bien, je pense que le reste, j'en parlerai au fur et à mesure des questions que vous allez me poser et des réponses que je pourrais vous faire.
Ce que je peux préciser aussi, peut-être, puisque vous m'avez indiqué un petit peu de quoi nous allions parler, c'est que j'ai un certain âge ou un âge certain, ce qui veut dire que j'ai fait mes études dans les années 70 et que je suis rentré à l'université en 80, et ce qui veut dire qu'un certain nombre de choses que je pourrais expliquer ensuite, évidemment, c'est vintage pour certains de vos auditeurs. J'imagine que, par exemple, les étudiants seront assez surpris de constater qu'il y eut une époque, je ne vais pas dire un âge d'or, mais une époque où on faisait facilement ce qui maintenant leur est très compliqué. Peut-être pourrions-nous commencer par la toute première fois, si vous vous en rappelez, la toute première fois que vous avez entendu parler de psychologie ou de psychanalyse. Je ne sais pas ce qui a été la première accroche pour vous et l'histoire qu'il peut y avoir autour de ce mot. Je crois que je suis un cas un petit peu atypique dans la mesure où j'avais plusieurs possibilités d'études, mais je voulais faire de la psychologie, je voulais faire quelque chose qui avait trait à la psychanalyse, sans savoir que ça pouvait exister et sans même en connaître les nominations. Et je me souviens très bien, par exemple, des entretiens que nous devions avoir quand nous étions en troisième au lycée. Ce sont des collèges maintenant. Et où je ne sais pas si elle était psychologue, enfin quelqu'un qui faisait de l'orientation psychologique au lycée, donc nous recevait systématiquement. Moi je lui avais expliqué ce que je voulais faire et elle avait des yeux ronds et ça lui paraissait certainement très étrange. Est-ce que vous lui aviez dit ? Je me souviens plus très bien, mais j'essayais de lui expliquer sans connaître véritablement la terminologie que je voulais faire de la psycho, mais pas n'importe. Je parlais de psychologie clinique et de psychanalyse sans trop savoir pouvoir le cerner précisément. Et alors que j'étais poussé à faire d'autres types d'études, ce qui m'a amené effectivement dans les quelques années qui ont précédé le baccalauréat à comprendre ce qu'il en était, à décider de faire des études de psycho et à commencer une analyse simultanément, ce qui est quelque chose d'un peu particulier puisque j'avais un peu plus de 17 ans à ce moment-là. Et que c'était de ma propre initiative. Donc c'est pour ça que je dis que je suis certainement un animal un petit peu particulier. Avec d'emblée une sensibilité finalement pour la psychanalyse. En tout cas, vous ne pouviez pas le définir comme ça à l'époque. Mais... Absolument. Et je vais vous dire que vous m'avez dit en confidence avant que ne commence l'entretien que vous alliez également interviewer Marie-Jean Sorey qui est un ami de longue date. Un soir de colloque, alors que nous dînions comme ça toute une série de collègues, je parlais un peu de mon environnement familial, pour le dire ainsi, et en m'écoutant en parler, Marie-Jean était un peu surpris, et il m'a dit avec une certaine, j'allais dire pitié et admiration mêlées dans le regard, il m'a dit « Toi au moins, tu sais pourquoi tu es psychanalyste ». Alors je vais m'expliquer un petit peu. Et d'une part, je suis alsacien, et mon père avait 62 ans quand je suis né, ma mère en avait 42 et j'ai uniquement une sœur qui a 19 ans de plus que moi. Ce qui veut dire que nous sommes une famille, il y a 4 générations dans une famille extrêmement classique avec 2 enfants et que ça a un petit parfum évidemment freudien, puisque vous savez bien que Freud lui-même était dans une configuration familiale un peu particulière. Est-ce que c'est ça qui m'a poussé certainement. Bon, là, il faudrait presque que je parle de ma propre analyse. J'en parle d'ailleurs de plus en plus dans certains articles ou dans certains ouvrages que je peux faire. Et je pense que ça va encore s'accentuer d'ailleurs. Malheureusement, peut-être pour certains lecteurs. Dans le dernier livre, notamment que... le prochain que je voudrais terminer cet été va être encore
dans une certaine forme de tradition freudienne, à part que Freud, par exemple, dans l'interprétation des rêves, attribue à toute une série de patients ses propres rêves. Ce sont de très grosses ficelles et tout le monde, maintenant, sait bien de quoi il s'agit. C'est la même chose. Je vais vraiment me servir du cas clinique le plus proche, à savoir le mien, mais sans déguiser les choses et en disant clairement que c'est de moi dont je parle. Avant tout ça, pour commencer, vous avez donc entamé des études où ça alors Oui, donc j'ai vécu mes 17 premières années à Mulhouse et je suis allé à Strasbourg pour des études. On pressait de faire une prépa puisque j'avais des résultats scolaires qui le permettaient. Oui, parce que 17 ans, vous étiez à l'avance. Oui, j'avais une demi-année d'avance. En fin d'année. J'avais des résultats scolaires qui étaient tels que je pouvais faire ça. Et tout le monde dans mon entourage considérait que faire de la psycho, c'était vraiment pas bien. Et donc, on me pressait de faire plutôt une classe préparatoire ou à minima des études de médecine. Et le fait que je m'inscrive en psycho était considéré vraiment comme un renoncement et une catastrophe. Donc, je me suis inscrit en psycho à Strasbourg. Et cela étant, c'était une vraie chance. Et Strasbourg, à cette époque-là, c'était en 72. Lucien Israël était le professeur de psychiatrie. Son séminaire était très ouvert et très vite on y assistait. Lantéry Laura avait travaillé pendant plusieurs années à l'université. Il venait de partir, mais il avait quand même laissé beaucoup de traces. Safouan avait été envoyé par Lacan à Strasbourg pour former des analystes. Il venait de partir au moment où je suis arrivé, mais il avait laissé vraiment des traces considérables. Et l'université avait un pôle psychologie clinique important, avec entre autres Boer, qui a été ensuite mon patron de thèse. À l'époque, c'était l'école freudienne. L'école freudienne de Paris était très implantée à Strasbourg. Et je suis arrivé à la fac et premier cours de psycho du développement, c'était le stade du miroir. Licence première année. Donc c'était quand même une période engagé. Un petit peu particulière. Oui, et c'était très engagé. Mais ça vous a plu? Oui, d'une certaine manière, je crois que je peux employer la formule. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et voilà. Alors cela étant, l'école freudienne, à Strasbourg, dans le début des années 70, c'était les notables, c'était très installé. Il y a eu un moment où j'ai voulu, mais là j'anticipe, il y a un moment où j'ai voulu chercher quelque chose dans la psychanalyse et sur un plan des réflexions, de la théorie, etc., justement qui ne soit pas pris dans, on pourrait presque dire, une sorte d'establishment. Donc, il y a d'abord ces études à Strasbourg, très engagées, en parallèle d'une analyse que vous avez entamée de vous-même, avec une orientation analytique prononcée. Oui, alors, à l'époque, les études de psychologie à Strasbourg comportaient vraiment deux pôles, un pôle clinique psychanalytique, clair, et puis un pôle neurophysiologie vraiment marqué. Il y avait par exemple un monsieur pour lequel j'ai toujours eu beaucoup d'admiration, Carly. C'était un neurologue avant tout, il faisait de la neurophysiologie. Et j'ai travaillé un petit peu avec lui à partir de la 4e année. Et on travaillait donc vraiment, on faisait des recherches de neurophysiologie avec entre autres des implications pharmacologiques. Donc ce pôle de neurophysio était développé, ce qui fait que je me suis assez vite ennuyé dans les études de psycho. Et j'ai fait en parallèle une formation de biologie parce que les deux étaient assez proches telles que les études se faisaient. Ce qui fait que j'ai passé plusieurs certificats de neurophysio, etc. Bon, il faudrait juste que je repasse encore un certificat de biologie pour avoir une maîtrise. J'ai fait les deux choses en parallèle. Et à partir de la maîtrise, j'ai été moniteur pendant 2 ans, justement en neurophysiologie. Moniteur ? Oui, c'est un des premiers postes universitaires. On est chargé de t'aider, de faire des choses de ce genre. Donc voilà, j'ai fait ces études de psychologie à Strasbourg en étant un peu à cheval sur ces deux pôles, la neurophysio d'un côté et la psychoclinique et psychanalyse de l'autre.
Vous avez pu faire des stages, j'imagine, pendant vos études. Alors, je fais un petit chapitre dans mon prochain livre là-dessus. D'accord. Et c'est pour vraiment dégoûter, comme ils disent, tous les étudiants. Un peu en avant-première de votre livre, alors. Voilà, exactement. Quand j'étais en première année, je devais avoir 3 mois d'études derrière moi. C'était rien, hein, pour le dire clairement. Et il y avait 15 jours de vacances en février. Et je m'étais retrouvé à Mulhouse, chez mes parents, chez ma mère. Et pour ces vacances, j'avais rien à faire. Et je m'étais dit, tiens, bon, je pourrais occuper ces 15 jours en faisant quelque chose. Il y avait un CMPP à 10 minutes de chez moi. Je suis rentré, j'ai vu la directrice, je lui ai dit que je faisais des études de psychose, que je pourrais faire un stage. Elle m'a dit, mais oui, bien sûr, il n'y a aucun problème, venez la semaine prochaine. Il n'y avait pas de convention, il n'y avait rien de tout ça. Je suis allé la semaine suivante faire ce stage. Au bout d'une semaine, ça se passait vraiment très bien. Au bout d'une semaine, il y a eu une épidémie de grippe. Et donc la deuxième semaine, comme j'étais un des seuls à ne pas être malade, j'ai commencé à faire des entretiens, des premiers entretiens. Enfin, j'avais 3 mois de psycho derrière moi. Et je me suis retrouvé à faire des trucs qu'on ne confie pas aux stagiaires de 5e année actuellement. Ça a commencé comme ça et ça a continué. Bon, c'est pour ça que je disais que c'était un petit peu une sorte d'âge d'or. Il pouvait se passer le pire, très, très évidemment, mais aussi le mieux. Donc finalement, un premier stage en première année de licence au bout de 3 mois d'études. Oui. Je ne dis pas que c'est un bon exemple, hein, mais je dis que c'est par là que je suis passé. Et j'ai continué à faire des stages ensuite, en hôpital psychiatrique. Et vous vous rappelez d'une rencontre en particulier qui a pu être marquante dans votre parcours Sur le plan des stages, non. La rencontre marquante sur le plan des stages, c'est vraiment avec une certaine forme d'horreur des hôpitaux psychiatriques, l'institution. De l'institution, hein, c'est-à-dire, j'ai par exemple fait je dirais pas le nom, dans le grand hôpital psychiatrique proche de Strasbourg, qui est quasiment une ville à elle-même, avec, à l'époque, il y avait un moulin, un four à pain, enfin, c'était les gens vivaient là, mais avec quelque chose qui était la dimension asilaire, mais qui touchait tout le monde, hein, qui touchait aussi bien les patients que les soignants, que les gens rentraient à l'asile et d'une certaine manière n'en sortaient plus trop, si ce n'est éventuellement pour les patients alcooliques, pour aller café en face des portes de l'hôpital, mais c'était de cet ordre. Donc non, je dirais que tel que les études s'organisaient à l'époque, les rencontres que j'ai pu faire, c'est avec quelque chose d'une sorte de réel presque de la souffrance, puis de la chronicisation qui a pu me faire penser que c'était peut-être pas véritablement ce que je voulais. Par ailleurs, il se trouve que j'avais un ami qui était hématologue à Mulhouse, qui m'avait proposé, alors que j'étais en maîtrise, de faire toute une étude sur le don du sang, etc. J'ai commencé un petit peu à côtoyer des hématologues, et il se trouve, je peux en parler, même si c'est assez intime, que donc j'étais orphelin de père, ma mère n'avait d'une certaine manière qu'un but à cette époque, c'était elle avait très peur de ne pas pouvoir assumer les choses jusqu'à ce que je sois dans son esprit tiré d'affaire. Et il se trouve que j'ai passé une thèse en 80, donc je suis rentré à la fac en 72. Entre-temps, j'avais fait aussi mon service militaire dans la marine comme psychologue. Le lendemain de mon jury de thèse, je suis retourné, j'y étais pas retourné depuis un moment à Mulhouse pour voir ma mère. Alors, je vivais déjà à l'époque à Paris. Et je me suis rendu compte qu'elle n'était vraiment pas bien du tout. Je l'ai fait hospitaliser l'après-midi même. Et elle est morte 3 mois après, dans un service d'hématologie. Et vous me parlez de rencontres, d'une certaine façon, ces circonstances assez tragiques ont pu amener aussi une forme de rencontre avec le monde des hôpitaux, avec la détresse physique, somatique, la maladie cancéreuse, toutes ces choses-là. Et
toutes les conséquences psychiques que ça peut avoir. Et ça a décidé certainement, pour une part aussi, d'une certaine orientation de travail. Sur le corps, notamment. Oui. Pas que la souffrance psychique somatique. Là, notre entretien me fait bouleverser la chronologie, mais quelques années après, lorsque j'étais à Paris et que je cherchais du travail, c'est une assez belle histoire, d'une certaine façon. Il y avait un hôpital un peu particulier, l'hôpital Antoine Béclère à Clamart, qui fait partie de la PHP, qui est un hôpital qui avait été créé à la fin des années 60, de la même manière qu'on avait créé Jussieu, par exemple, sur le plan universitaire, ou Vincennes. Et cet hôpital qui au départ était prévu, les locaux qui étaient neufs, qui étaient prévus pour être un centre de long séjour, a été proposé en quelque sorte à une série de médecins qui à l'époque avaient l'ambition de faire une médecine un peu différente. C'est là que, par exemple, Papernik, avec Testard, Friedman, etc., ont créé cette maternité où il y a eu le premier bébé, Amandine, Éprouvette, etc., mais aussi où Papernik a insisté autant sur la fonction paternelle, etc. Bon, enfin, voilà. Il y avait cette maternité, il y avait une néonate tout à fait particulière qui a formé plein de gens. Et il y avait deux services qui me sont restés très chers. Le service de médecine interne qui était dirigé par Jean Dormont, qui est un grand interniste qui a formé vraiment une génération, plusieurs générations de médecins, dont on a toujours, d'une certaine manière, on bénéficie, même si la plupart ne le savent pas, toujours de sa formation et de son enseignement. Je vais m'en expliquer dans une seconde, d'une part, et un service d'hématologie qui était dirigé par Gilles Tchernia, qui est un parent, pour ceux qui le connaissent, du Tchernia de la télévision, qui donc dirigeait ce service d'hématologie. Et ce service d'hématologie, à l'époque, il y avait les patients italiens avaient assez peu confiance dans la médecine de leur pays. Il y avait beaucoup de patients italiens qui venaient se faire soigner en France. Des parents italiens avaient amené à Béclère leur petite fille qui avait une leucémie grave. Et ils ne parlaient pas un mot de français, personne ne parlait trop bien l'italien. On a commencé à traiter cette petite fille et puis ça a été une histoire médicale épouvantable. Il y a eu plein de rechutes. Enfin, elle est restée en aplasie extrêmement longtemps. Enfin, une histoire très très particulière. Et presque d'entrée de jeu, Tchernia a considéré qu'il fallait absolument qu'on puisse parler avec les parents, qu'on puisse parler avec la petite fille, etc. Et la seule personne proche qui parlait parfaitement couramment l'italien était une psychanalyste qui travaillait dans le service de néonat et donc qui venait régulièrement faire la traduction. La petite fille a fini par mourir au bout de quelques mois. Ça avait vraiment beaucoup marqué toute l'équipe d'hémato. Tchernia a décidé de faire un staff complètement consacré à l'histoire de cette petite fille, tout ce qui s'était passé. Il a demandé bien sûr à sa psychanalyste de néonat, Chantal François, pour dire son nom, de descendre pour participer à ce staff. Elle est venue avec les dessins que la petite fille lui avait faits, etc. Et au bout d'une heure, il était absolument clair pour tout le monde que bien évidemment, elle n'avait pas été que traductrice. Il y avait tout un travail psychothérapique qui avait été mené auprès de la petite fille. Et la conclusion pour Gilles Tchernia du staff était claire. Il a dit à Chantal François, il faut que tu travailles avec nous. Ah oui. Il faut une psychanalyste dans le service. Donc elle lui a dit, je suis complètement d'accord, mais non, moi j'ai mon travail en néonat, il faut que vous engagiez quelqu'un. Il se trouvait que je connaissais un peu Chantal François, elle m'a adressé à Gilles Tchernia. On a eu un entretien d'embauche de 3 heures où je lui ai parlé de la mort de ma mère, soignée comme on pouvait. C'était du bricolage complet par des hématos. Il m'a parlé des mères d'hémophiles qui étaient dans des culpabilités invraisemblables. Il m'a parlé du décès de sa propre mère. On s'est raconté des histoires pendant 3 heures. Et au bout de 3 heures, il était... déjà au bout d'1 heure, il était évident que j'allais travailler dans ce service. Donc j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en hématologie à Béclère, puis ensuite à l'hôpital Bicêtre, et parallèlement dans le service de médecine interne.
Pour l'anecdote aussi, ce service de médecine interne venait d'arriver un jeune chef de clinique qui prenait ses marques et avec lequel j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années. Ce jeune chef de clinique, c'est Jean-François Delfrécy, qui est le président du comité d'éthique et du comité scientifique actuellement, avec qui donc j'ai travaillé une vingtaine d'années. Et Gilles Tchernia et Jean-François Delfrécy, par exemple, ont participé à mon jury d'habilitation à diriger des recherches. D'accord. Pour moi, il y a une pratique en milieu médical qui est évidemment essentielle. Ça a été peut-être la partie essentielle de ma pratique clinique institutionnelle. Même si ça n'a pas été la seule, mais ça a été important. Il y a eu une rencontre là avec le chef de service et puis... Une rencontre absolument claire avec Jean Dormont, Jean-François Delfrécy et Gilles Tchernia. Qui montre bien le nouage d'ailleurs entre vie personnelle et professionnelle, puisque d'emblée vous avez parlé de vos histoires respectives. Et c'est très intéressant aussi, je trouve, le lien entre la traduction, dont il était question pour la petite fille en question, la traduction et l'interprétation. Absolument. Qui sont très liés aussi finalement. Mais donc là, effectivement, comme vous le disiez, on est à la fin de votre thèse, c'est ça, même au début de l'habilitation? Pour dire les choses claires, simplement, j'ai fait 5 années d'études à Strasbourg, de 72 à 77. Qui s'est terminé par un master. Avec oui, à l'époque, ça n'existait pas du tout. C'était la licence, la maîtrise. Le DESS à Strasbourg s'est créé l'année où j'en suis parti. Alors là aussi, petit scoop, je n'ai pas de DESS. J'aurais dû, pendant au moins une vingtaine d'années, demander les équivalences. Je ne l'ai jamais fait. Donc, en fait, je ne suis pas psychologue, et ça m'a toujours amusé parce que j'ai dû être président de la commission d'équivalence à Rennes pendant, je ne sais pas moi, une dizaine d'années. Et quand il y avait des collègues qui faisaient vraiment des trucs trop compliqués, je pouvais les menacer de demander enfin l'équivalence pour moi-même, ce qui calmait les débats assez vite. Donc c'était très très bien. Donc voilà, j'ai fait 5 ans d'études avec un DEA, je me suis inscrit en thèse aussitôt, et je suis parti, alors j'avais pas pu me faire réformer, je voulais pas partir en coopération. Le service militaire était... à l'époque, c'était assez difficile. Je vous dis, même de se faire réformer, je suis tombé une mauvaise année. C'était difficile. Donc j'ai fait mon service militaire pendant 13 mois à Cherbourg, dans la Marine nationale, comme psychologue, à moitié sur l'hôpital et à moitié au service de psychologie appliquée. Ça a été ma première véritable expérience clinique, qui était très très bien. En plus, on était aspirant officier à titre fictif, donc les conditions de vie étaient bonnes. Oui, on mangeait des langoustes quasiment une fois par semaine. Non, c'était plutôt pas mal. Et qui vous receviez là-bas alors? C'était des marins ou des familles de marins, c'est-à-dire qu'à Cherbourg, à l'époque, tout le monde était ou marin ou avait des marins dans leur famille, donc en fait c'était quasiment tout le monde. Et je travaillais à la fois à l'hôpital psychiatrique et au service de psychologie appliquée, c'est-à-dire qu'on faisait d'une part la sélection pour les gens qui s'engageaient dans la marine pour 3 ou 5 ans, avec des pathologies assez particulières d'ailleurs, et puis le suivi de ces gens. Donc voilà, j'ai fait ce service militaire, sachant que une de ces 3 années de thèse, je la faisais pendant le service militaire. Donc je me suis inscrit en thèse avec Jean-Pierre Boer, qui était absolument charmant, mais je l'ai vu au moment de mon inscription, et puis je l'ai vu pour la soutenance de la thèse. Je me suis débrouillé tout seul. La validation de chaque année peut-être aussi? Non, même pas. Non. C'était un autre temps, un autre monde. Non, mais vraiment, j'insiste bien. Ce que je raconte, c'est pour la beauté de la chose. C'est tout à fait juste, mais je le donne surtout pas en exemple. Mais bon, j'ai vu mon directeur de thèse 2 fois pendant les 3 ans de thèse. Voilà. Je l'ai vu ensuite, parce qu'on est devenus un petit peu amis avant il a eu un accident, il est mort d'une manière assez prématurée. C'est lui qui vous avait donné envie d'entrer en thèse ou pas du tout? Non, Qu'est-ce pas du tout. Qui avait fait que c'était avec lui alors, cette thèse? Non, je voulais faire une thèse.
pour X raisons. Et vu le type de thèse que je voulais faire, vraiment appuyé, disons ça comme ça, appuyé sur le corpus psychanalytique, je ne voyais que lui comme directeur possible. Donc, cela étant, et c'était aussi assez particulier, il était maître de conférence associé et il avait, comme il était vraiment le psychanalyste en psycho qui était reconnu, il avait, je crois que quand il est mort, on s'est rendu compte qu'il avait 80 thésards. Ce qui est aberrant maintenant. Ce qui ne pourrait plus se faire maintenant aussi. Plus du tout. J'ai fait ma thèse, alors je ne l'ai pas fait tout seul parce que à l'issue de mon service militaire, j'ai passé une année à Dreux, là aussi où j'ai fait une rencontre, un jeune prof de philo du lycée qui s'appelle Olivier Roy, qui est devenu un des grands spécialistes de l'islam, etc., qui était devenu à l'époque un ami proche, et puis ensuite je suis venu à Paris. Ce que je vous disais, c'est que Strasbourg, l'école freudienne, était une école... l'école freudienne était vraiment... des notables qui la faisaient tourner à Strasbourg. Et j'essayais de chercher aussi quelque chose d'un peu différent, on pourrait presque dire un son un peu nouveau. C'était les débuts d'Ornicart, la revue du chant freudien. Je lisais Ornicart avec une certaine passion. Et je suis venu, alors que j'étais encore à Strasbourg, je suis venu à Paris suivre les derniers séminaires de Lacan et suivre les séminaires ouverts de troisième cycle du chant freudien à Vincennes. Donc c'est là que j'ai rencontré Jacques-Alain Miller d'un côté et Alain Gros-Richard, qui est devenu là aussi un ami. Vous savez, il y a c'était les quatre mousquetaires qui ont créé les cahiers pour l'analyse, puis ensuite le début d'Ornicart, Jacques-Alain Miller, Jean-Claude Milner, François Regnault et Alain Gros-Richard. Donc Alain Gros-Richard faisait un des deux séminaires de troisième cycle. C'était un séminaire magnifique, on était une demi-douzaine, y participait Judith Miller, donc la fille de Lacan, Marie-Christine Hamon, Marie-Hélène Brousse, etc. Enfin bon, c'était des gens qui sont connus maintenant. On a travaillé 2 ans sur Rousseau, c'était extraordinaire. Et vraiment, j'ai eu une vraie formation théorique là, dans ce cadre-là, le cadre du 3e cycle du chant freudien de Paris 8, à la fin des années 70 et début des années 80. D'une certaine manière, ma thèse que j'ai préparée d'une certaine façon à Paris 8, dans le cadre du département de psychanalyse, mais je l'ai soutenue, heureusement pour moi, c'était quand même... j'en avais absolument pas conscience, c'était absolument pas une stratégie, mais ça s'est révélé une bonne chose. Je l'ai donc soutenue en psycho et à Strasbourg, ce qui a fait que j'avais une thèse de psycho. J'aurais eu une thèse du chant freudien, ça ne m'aurait pas aidé beaucoup, comme c'est le cas pour la plupart. Donc voilà, j'ai passé une thèse en 80 à Strasbourg, mais je vivais à Paris déjà à l'époque. Je suivais ces séminaires du chant freudien, je continuais. Janvier 81, si je ne me trompe pas, dissolution de l'école freudienne de Paris. Comment vous avez vécu ça ? Moi, j'avais 25 ans, 26 ans. J'étais très jeune et très naïf. Pour moi, évidemment, Lacan, que j'ai un tout petit peu rencontré dans le cadre donc, du chant freudien de la rue de Navarin. Et ces derniers séminaires. Et ces derniers séminaires, c'est ça. C'était un peu ésotérique, c'était un peu... c'est la période des nœuds, c'est ça, les derniers séminaires. Non, les derniers séminaires auxquels j'ai assisté, ils parlaient très très peu, donc il avait des moments de silence de 10 minutes, et puis tout d'un coup il disait quelques mots, tout le monde se précipitait sur les micros pour les brancher, c'était assez particulier. Les derniers moments où je l'ai vu, il avait du mal à parler. Il était beaucoup soutenu par Judith et Jacques-Alain. Enfin, j'ai pas connu j'étais trop jeune. Et j'étais pas à Paris. J'ai pas connu le Lacan de la grande époque. J'ai connu le Lacan qui avait du mal, qui faisait beaucoup d'efforts, qui avait du mal à avoir certains types de contacts, qui tenait son séminaire, qui continuait à réfléchir, à élaborer, mais qui était certainement plus en difficulté dans un quotidien. Rendre compte aussi. Bien sûr.
Moi, je l'ai vécu d'une manière un peu particulière, dans la mesure où je crois que je comprenais bien tout ce qui se passait, mais j'avais pas du tout le recul et la maturité qui me permettaient d'avoir un avis qui soit vraiment fondé sur la question. Alors, cela étant, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier, c'est que en 80, ça doit être ça, j'espère que je ne dis pas de bêtises sur le plan des dates. En 81, s'est créée l'école de la cause freudienne, qui a trouvé ses locaux rue Huysmans. Donc la première directrice était Colette Solaire. Michel Sylvestre était chargé de monter la bibliothèque avec Jacques Adam. Et ils ont cherché 2 personnes à employer pour monter cette bibliothèque. Moi, je cherchais du boulot, je me débrouillais comme je pouvais à Paris. Gros Richard m'avait proposé de faire un cours à Paris 8, ce qui était fabuleux pour moi, puisque je rentrais directement comme chargé de cours dans ce qui était le saint des saints pour moi à l'époque. Et donc j'ai commencé à enseigner à Paris 8, je venais juste d'avoir ma thèse en 80 au département de psychanalyse. Et en 81, donc au moment de la création de l'école de la cause, on m'a recruté pour faire des permanences et donc construire la bibliothèque. J'y ai travaillé pendant, je ne sais plus, 1 an et demi, 2 ans je pense à peu près. Évidemment, là aussi tout à fait passionnant. Et ça a eu pour conséquence, là aussi je crois que je peux me permettre d'en parler comme ça a eu cette conséquence particulière que même si je suis très proche de l'école de la cause, si j'y ai de nombreux amis, j'ai aussi de nombreux amis dans toutes sortes d'autres institutions et écoles analytiques, mais ce que j'ai pu voir, vivre, découvrir pendant toute cette période très particulière a fait que j'ai décidé une fois pour toutes de ne jamais devenir membre de quelque école que ce soit. Ce qui fait ma position un peu particulière. Je m'en expliquerai pas beaucoup plus. Je m'en suis expliqué dans d'autres circonstances. Là, je recouvrirai. Ça a été un choix absolument clair, qui a été difficile à assumer à certains moments, qui a pu me coûter cher à certains moments, mais qui m'a aussi ouvert toutes sortes d'autres perspectives à d'autres moments, qui a été souvent très très mal compris, on m'a souvent poussé à m'en expliquer. Ce que j'ai essayé de faire, là je veux pas trop développer les choses, mais oui, absolument. Ça a été un choix très très clair de ne pas être membre d'une association, d'une école analytique. Peut-être que c'était très important à l'époque, et puis en tant que psychanalyste, mais j'ai l'impression que ça l'est peut-être un peu moins pour les cliniciens aujourd'hui aussi. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Aussi présente. Tout à fait, vous avez absolument raison. Donc une thèse terminée. Sur le thème, on n'a pas dit le thème de votre thèse. Psychanalyse et littérature, parce que c'était un des thèmes très, très courus à l'époque, parce que Gros Richard travaillait beaucoup là-dessus, et parce que, raison principale, je considérais que je n'avais pas assez d'expérience clinique, qu'une thèse s'est fondée quand même avant tout sur une expérience clinique, un matériau clinique, que je n'en disposais pas à l'époque. Donc il fallait trouver des subterfuges pour arriver à réfléchir et à trouver finalement ce que maintenant je pourrais dire facilement être un autre type de matériau clinique que la clinique, disons, ordinaire. C'est-à-dire aller la chercher justement dans la littérature, dans d'autres domaines que celui qui est ouvert habituellement. Donc voilà, j'ai fait cette thèse-là. J'ai commencé à enseigner à Paris 8 en 80. J'ai travaillé pendant, à peu près 2 ans à l'école de la cause. Après, il y a eu une période d'une dizaine d'années où j'ai multiplié les activités. J'ai travaillé pendant 4 ans dans un hôpital de jour pour enfants, où à l'époque, là aussi, on recevait des autistes qui n'étaient absolument pas diagnostiqués comme tels, des trisomiques, des enfants qui avaient des problèmes neurologiques graves,
c'était complètement mélangé, ça n'existe plus non plus, ce type d'institution. J'ai enseigné à certains moments beaucoup dans des écoles d'infirmières, dans des écoles d'éducateurs, d'assistantes sociales. J'ai enseigné pendant 4 ans à l'Institut supérieur de gestion. Bon là, il faut bien gagner sa vie, il fallait faire de l'argent, même si c'était pas inintéressant non plus. J'ai vraiment enseigné à plein d'endroits. Et en fin 83, donc, il y a eu cette rencontre avec Dormond Delfrécy Tchernia, et j'ai commencé à travailler au début à raison de 2 vacations par semaine. Et puis de plus en plus, j'ai commencé à travailler à Béclère comme psychologue, sachant que par exemple en hémato, j'avais été recruté comme psychanalyste. Effectivement, il y avait encore des statuts de ce genre à l'époque. Oui, qui n'existent plus. Qui n'existent plus du tout maintenant. Donc il y a eu pendant une douzaine d'années où j'ai commencé à avoir de plus en plus d'activités, de plus en plus diversifiées. Puis à un moment, j'ai essayé de recentrer les choses pour en arriver vraiment à une sorte de tripartition où j'enseignais à l'université, j'avais un cabinet d'analystes, je recevais des patients et j'avais une pratique à la fois de clinique et de recherche dans le cadre de l'hôpital. Où là, les choses étaient bien. Et il faut encore ajouter qu'à l'époque, l'université était complètement fermée. Il n'y avait pratiquement plus aucun recrutement. Donc moi, j'avais eu plusieurs fois des possibilités d'être recruté comme assistant ou maître assistant au début des années 80. Ça n'avait pas marché, mais vraiment en toute dernière ligne de course, ça avait été assez dur, j'avais été assez déçu. Donc au bout de quelques années, j'avais réorganisé ma vie autrement. J'avais encore une fois une activité clinique, je travaillais je faisais des recherches, je publiais avec les équipes de médecins. Je continuais à avoir un enseignement, je faisais 2 cours je faisais 5 à 6 heures de cours par semaine à Paris 8. Les choses étaient bien, je voyais pas pourquoi j'allais beaucoup changer. Et puis en 92, alors que l'université avait été complètement bloquée, il n'y avait aucun recrutement quasiment, en tout cas dans certains domaines, pendant une dizaine d'années. Évidemment, tout d'un coup, il y a eu beaucoup de vide. Et il y a eu une page complète dans Le Monde, c'était dans le style, vous savez, la Légion qui recrute des gens. Là, une page complète dans Le Monde, les universités françaises recrutent 2000 maîtres de conférences cette année. Donc, moi j'avais une thèse, j'avais publié pendant 10 ans régulièrement avec les médecins, etc. J'ai postulé et là j'ai pas eu tout à fait l'embarras du choix, mais j'ai eu des propositions dans plusieurs universités. Là aussi, petite anecdote, une dizaine d'années quasiment auparavant, j'avais été invité à Reims faire une conférence sur l'homme au rat, la névrose obsessionnelle. J'étais allé faire ma conférence. Il y avait un monsieur qui m'avait beaucoup critiqué, qui avait une grosse barbe à l'époque, qui s'appelle Jean-Claude Malval. Je m'étais dit, qu'est-ce qu'il me veut ? Pourquoi il est méchant comme ça avec moi ? Et 10 ans après, il a fait des pieds et des mains pour me recruter à Rennes, parce qu'il tenait absolument à ce que ce soit moi qui sois recruté. Et ça a été là le début. C'est une des dernières rencontres dont je vous parlerai, le début d'une belle amitié avec Jean-Claude Malval, avec qui j'ai travaillé pendant 25 ans à Rennes, avant qu'il ne prenne sa retraite. Mais je continuais à échanger, avec lui. Voilà. Vous avez été recruté à ce moment-là Rennes, en 92. Donc là, j'étais déjà nettement plus âgé. Alors que vous étiez sur Paris. Oui, j'étais à Paris, oui. Oui, mais enfin bon, vous savez, il y a des gens qui faisaient bien pire. Et donc, comme j'avais passé cette thèse 12 ans auparavant, comme j'avais continué à travailler pendant ces 12 années, l'idée était, et comme j'étais recruté assez tardivement, j'ai pas trop traîné et j'ai passé une habilitation au bout de 2 ou 3 ans. L'HDR, au bout de 3 ans. Là, cette fois-ci, c'était la réunion un peu de tous les travaux que j'avais pu faire. Et c'était beaucoup centré sur la question de la mort, sur la question du corps, et sur le statut du corps en psychanalyse et les incidences psychiques des maladies organiques et peut-être les déterminismes psychiques à l'inverse des maladies organiques.
Donc voilà, le titre de l'HDR, c'est les mots, le corps, la mort, ou le corps, les mots, la mort plutôt, un peu pour paraphraser Jeanne Favre-Sada. Et je suis passé prof rapidement. Qui était finalement très vite dans votre idée quand vous aviez fini ce qui s'appelait pas un master, mais il y a toujours eu ce désir d'enseigner finalement. Oui. Pour moi, il était clair, il y a vraiment une complémentarité majeure entre l'enseignement, la transmission, la recherche, c'est-à-dire le fait de mettre à la question ce qu'on sait. Vraiment de le mettre à l'épreuve de plein de façons, et la clinique à entendre aussi à la fois comme d'une certaine manière notre laboratoire, et puis le lieu qui justement met à l'épreuve également les théories, mais les théories au sens de la manière dont on essaye de se rendre compte du monde à soi-même, et puis d'en rendre compte à l'autre. Donc pour moi, il y a une complémentarité très, très forte. L'université, en tout cas ce que je percevais de l'université, c'était vraiment le lieu idéal pour ça. Le lieu où l'on pouvait conjoindre justement les élaborations théoriques, conceptuelles, etc., cette dimension clinique, le laboratoire au sens de justement mise à l'épreuve, et puis la recherche en tant que remise en question de tout ce qu'on peut comprendre. Le lieu de la transmission par excellence. Et le lieu de la transmission pour tout ça, absolument. C'est ce que je voyais aussi opérer complètement à Paris 8. Dans la mesure où c'était un département, le département de psychanalyse quand même très particulier, et où j'étais quand même aussi un petit peu extérieur, puisque j'étais chargé de cours. Oui, et j'ajoute aussi que, par exemple, quand le collège de la formation permanente du Chanvredien s'est créé, là c'était Gérard Miller qui organisait ça, j'y ai participé tout de suite, et j'ai commencé tout de suite à en être un des membres. Voilà. Tout ça a été très, très complémentaire et pour moi très important. Et donc, il me paraissait logique, finalement, de m'y inscrire complètement en devenant, comme on dit, enseignant-chercheur titulaire. Et évidemment, à Rennes, du coup. Mais avec quelques cours à Paris ? Non, mais là, j'ai complètement arrêté parce que j'ai continué quand même à travailler pendant un moment à l'assistance publique. Donc, je ne pouvais pas... Et puis à Rennes, il y avait quand même beaucoup de choses à faire. Et puis, c'était un des laboratoires qui se développait sur le plan psychanalytique. À l'époque, il y avait de grands laboratoires. Par exemple, tout le laboratoire de Roland Gory. Ça sera peut-être la dernière rencontre dont je parlerai. Tout le laboratoire de Roland Gory à Aix, mais qui allait de Nice finalement quasiment à Toulouse. Bon, il y avait ce grand pôle, il y avait le pôle de Lyon, il y avait un peu Strasbourg, c'était un pôle plus discret mais qui était important aussi, et puis les différents pôles parisiens, et Rennes commençait à prendre, avec Jean-Claude Malval entre autres, commençait à prendre un peu plus d'importance. Donc je me suis lancé dans l'aventure. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai découvert évidemment autre chose, qui est la dimension administrative de ce type d'institution, qui est chronophage à un point invraisemblable, qui fait que finalement les enseignants-chercheurs sont censés faire de l'enseignement et de la recherche. Nous on fait en plus de la clinique, parce qu'il ne peut pas y avoir d'enseignement et de recherche dans notre domaine s'il n'y a pas une assise et un appui sur la clinique. Mais j'ai découvert que tout ça, c'est la part congrue et qu'il y a une inflation administrative majeure et qu'il y a deux solutions. Ou bien on y participe et on se fait manger, ou bien on n'y participe pas et on se fait manger aussi. Oui. Donc à quel niveau il y a de l'administratif, c'est-à-dire pour des dossiers Pour tout. Pour la marche des institutions, je prends juste cet exemple. On met en place des procédures pour simplifier ou pour résoudre tel ou tel problème, et très très vite, ces procédures deviennent le problème majeur comme tel, et viennent se substituer aux problèmes qu'elles sont censées pouvoir résoudre. Par exemple, on a mis en place... Exemple qui touchera certainement les étudiants qui écouteront ce podcast. On a mis en place la sélection à la fin de la licence et non plus à la fin de la première année de master, à plus ou moins juste titre, en particulier pour deux raisons. L'une, c'est qu'auparavant, la sélection se faisait à la fin du deuxième cycle, à la fin de la maîtrise.
Quand on a mis en place la réforme 358, quand on a mis en place la réforme licence, du LMD, master, doctorat. La licence qui était la première année du deuxième cycle est devenue la troisième année du premier cycle, et la maîtrise, qui est devenue le master 1, est devenue la première année du deuxième cycle. Donc il était logique que la sélection se fasse à la fin d'un cycle. Donc passe de la quatrième année à la troisième. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison est qu'on considérait que comme il y avait pas mal d'étudiants qui restaient en carafe, entre guillemets, à la fin de la maîtrise, c'était pas bien, et qu'il valait mieux anticiper et en gros en laisser davantage en carafe plus tôt, pour dire un peu les choses. Ce à quoi on s'opposait pour un certain nombre de raisons, et en particulier on voit à l'usage, je pense que vraiment ça a été une mauvaise solution. On le pensait au début, mais il y avait des tas d'arguments pour dire que c'était faux. Je suis absolument persuadé que c'est une très mauvaise réforme, que c'est une très mauvaise mise en place, et que non seulement on ne résout pas des problèmes individuels en instaurant cette sélection un peu plus tôt, mais au contraire, on en accroît un certain nombre, statistiquement parlant. Et que, par ailleurs, avec cette réforme, je prends juste ce cas de figure-là, à Rennes, nous avons une mention de master psychopathologie clinique psychanalytique. Il y en a 6 en France, plus les 3 des instituts catholiques, Angers, etc. Et donc, nous avons une centaine de places. L'an dernier et cette année je ne connais même pas le nombre exact, nous avons eu l'an dernier de 1960, je crois, on a eu pratiquement 3000 dossiers. De candidature. 3000 dossiers de candidature pour entrer. Et on a à peu près une quinzaine de jours pour les étudier. Et vous êtes combien? Et nous sommes 12 pour le faire. Donc ça veut dire que si vous voulez, on se retrouve dans une situation où on essaye de le faire le mieux possible. Bien évidemment, ça n'évite pas, il y a des gags, il y a des erreurs, forcément, nécessairement. On essaye de les rattraper, on essaye de mettre en place tous les systèmes, etc. Mais ce que je veux dire, on sait aussi qu'une grosse partie de ce travail est en pure perte. Soyons clairs, il y a les bons étudiants qui sont inquiets et qui pensent maximiser leurs chances en postulant à 10 endroits. Et finalement, comme ils vont être pris dans l'université où ils travaillent et qui préfèrent y rester, la plupart vont rester là et donc on aura étudié leur dossier pour rien. Et puis, il y a les étudiants, disons, nettement moins bons qui pensent maximiser leurs chances en postulant partout et finalement, il s'avère qu'ils sont pris nulle part. Sauf que là aussi, on a pris du temps pour regarder leurs dossiers, etc. Parce que donc vous regardez vraiment 3000 dossiers à 12, alors en 15 jours. Même pas 15 jours. Alors évidemment, on a des trucs pour y arriver, c'est-à-dire qu'on repère assez vite un dossier qui ne sera pas classé. D'accord. Donc on ne va pas aller jusqu'au bout de l'examen. Il y a des dossiers qu'on connaît un peu, où ce sont des étudiants de l'université qui ont de très bonnes notes, qu'on connaît parce qu'ils ont fait un TER déjà en licence 3, etc. Donc ceux-là, on va les mettre tout de suite dans une première liste. Et puis le problème, c'est tous les étudiants pour lesquels on sait bien qu'il y a presque des vies qui vont se jouer là-dessus. Donc il faut qu'on les examine vraiment très bien. On fait des entretiens à partir de nos premières listes pour classer justement les étudiants qui se trouvent dans cette zone grise, si je peux dire. Une première sélection qui est sur dossier, puis une seconde sélection qui est finalement les oraux. La sélection finale qui va se faire de la sorte. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on se retrouve dans une inflation de choses à faire sur tous les plans, que ce soit pédagogique, que ce soit recherche, etc., qui nous mangent complètement le temps. Qui fait que moi je suis très heureux là, parce que je vais enfin avoir en gros 1 mois et demi devant moi pour pouvoir enfin travailler vraiment. Mais oui, puisque vous sortez de cette période de sélection là. On n'a pas le temps de travailler par rapport à ce qui est notre fonction. L'enseignement devient la part congrue et la recherche devient la part qui est complètement sacrifiée. C'est ça l'université actuellement.
Et il y a des exemples encore, une page de publicité, lisez La folie évaluation, écrite avec Marie-Jean Sorel et Roland Gori, où justement on essaye de dénoncer quelque chose qui est cette inflation de l'évaluation et qui a entre autres ce premier effet qui est de sacrifier là aussi un temps considérable. Chaque année, il y a toute une période de temps où la moitié des universitaires français évaluent l'autre moitié pour généralement une efficacité qui est absolument minime, qui n'a aucun intérêt. Si vous voulez, si on prend le nombre d'heures que consacre chacun et le nombre de personnes, je pense que ça se compte en dizaines de milliers d'heures qui sont perdues ainsi. Alors qu'on essaye de tout faire pour rationaliser la gestion du travail de tous ces gens considérés, le résultat est qu'on rajoute des pertes de temps absolument... je crois qu'on n'a pas de mots assez forts pour dénoncer la gabegie devant laquelle on se retrouve actuellement avec ces systèmes qui sont mis en place. Et si c'était le cas lorsque vous avez choisi de partir dans l'enseignement aussi, entre autres... Je ne serais pas parti. Oui, ça absolument. Vous aurait influencé. Ah oui. Je pense que j'aurais 30 ans maintenant, je ne ferais pas carrière universitaire. Parce que le statut se dévalue de plus en plus, parce que les conditions de travail se dévaluent d'une manière invraisemblable, et parce que autant je croyais en l'université, je l'aimais, vraiment, je peux vraiment le dire dans ces termes, autant j'en suis très déçu. Je m'interroge régulièrement sur le fait que je vis là le syndrome de celui qui va partir à la retraite et qui dévalue ce qu'il a aimé de manière à pouvoir le quitter d'autant plus facilement. On sait bien que dans tous les divorces, il y a un moment de bascule où on passe de l'amour à la haine, donc je m'interroge régulièrement pour savoir si je suis dans ce cas-là, et je ne le crois pas en toute honnêteté. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement de l'université, mais il y a un mouvement de toutes les institutions. C'est la même chose à l'hôpital, c'est la même chose dans de nombreuses autres institutions. Il y a vraiment une dégradation des conditions de travail, il y a une dégradation, c'est comme ça que, vous savez, l'appel des appels s'est créé, sur le constat que les corps de métier sont attaqués et sont en train d'être complètement perdus, et qu'on ne fait plus ce à quoi on est destiné dans l'exercice des professions. Donc le constat que je fais sur cette dégradation des conditions de travail à l'université et de l'université en général, il est juste un peu nuancé par le fait qu'on peut faire le même constat à propos de beaucoup d'autres institutions, malheureusement, et qu'on peut faire ce constat à propos de tout un certain type de vie intellectuelle, psychique, clinique. Qu'on peut faire ce constat à propos aussi de tout ce qui concerne, on pourrait dire, toute une forme de politique de santé en France. Très actuelle. En Europe même. Je précise encore une dernière chose, c'est que justement, à partir de 92, quand j'ai vu comment les choses se passaient à l'université... Actuellement, là, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. J'en parle un petit peu en connaissance de cause parce que j'ai compris qu'on ne pouvait faire des choses à l'université que si on acceptait de jouer le jeu administratif. Ce que j'ai fait en participant pendant 4 ans au conseil d'administration de l'université dans son ensemble, en étant membre du CA dans son ensemble, en étant membre du conseil scientifique dans son ensemble pendant 4 ans, en étant membre du conseil des études pendant 4 ans aussi. Donc vous voyez, pendant 6 ans. Donc j'ai fait 4 et 4, 8 et 6, 14. J'ai été membre des conseils centraux pendant 14 ans. J'ai accepté de prendre la direction du département de psychologie, donc l'ensemble du département pendant 3 ans. J'ai pris la direction du laboratoire pendant plusieurs années et je suis devenu pendant 6 ans et demi vice-président de l'ensemble de l'université chargé des études, de toute la pédagogie. Donc pendant ces années-là, j'ai conduit 2 habilitations de tous les diplômes. J'ai passé mon temps à négocier avec le ministère, avec la direction générale de l'enseignement supérieur, etc. Avec cette idée que ça me permettrait à la fois de comprendre comment fonctionnait le système d'une manière générale et aussi
d'une certaine façon, de pouvoir m'en servir un peu, justement, pour construire ce laboratoire de psychopathologie psychanalytique rennaise. Ce qui a eu lieu, donc je ne le regrette pas du tout, si ce n'est qu'il y a donc cette amertume dont je fais état maintenant, à savoir que je crois que le système évolue très mal, au sens où toute la dimension administrative prend de plus en plus d'ampleur, au détriment des métiers eux-mêmes et de leur but. Là, en l'occurrence, chercher, trouver, et non plus écrire un article qui va valoir tant dans telle revue que personne ne lit, enseigner et donc transmettre des tas de choses à des gens plus jeunes, et non pas remplir des cahiers une éthique de la transmission qui est mise en question. En lien avec ce que vous décrivez, et de manière très contemporaine, avec les protocoles, les traçabilités, et finalement la rentabilité aussi. Absolument. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir, finalement, de la clinique psychanalytique, aussi bien à l'université, quand on sait tout ce qui se joue aussi, d'autant plus ces derniers temps, ces dernières années en tout cas, en termes d'exclusion potentielle de la psychanalyse, des différents lieux, aussi bien des lieux de soins, mais aussi des lieux universitaires, qu'aussi pour des expertises. Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de la clinique analytique ? Alors, deux choses. D'une part, il y a l'avenir de la psychanalyse et plus généralement d'une certaine forme de clinique, c'est-à-dire aussi bien avec la prise en compte de la singularité des cas, avec toute la dimension éthique qui s'y rattache. Donc il y a la question de l'avenir de la psychanalyse et l'avenir de la clinique à l'université. Et puis l'avenir de la psychanalyse et de la clinique de façon beaucoup plus générale. Alors l'avenir de la psychanalyse à l'université, il y a une sorte de géopolitique qu'on peut faire assez facilement. Il y a deux personnes, Pierre Fédida et Roland Gori, qui à la fin des années 90, à la fin du XXe siècle, ont commencé vraiment à s'en préoccuper. Ils ont créé une association en 2000 avec une quinzaine d'autres enseignants, qu'ils ont appelé d'un acronyme imprononçable, le SURP, le Séminaire interuniversitaire européen d'enseignement et de recherche en psychopathologie et psychanalyse. Ils ont créé donc cette association, en gros, d'universitaires référés à la psychanalyse. En France, un peu en Belgique, un peu en Espagne, un peu en Suisse, un peu plus en Italie, mais bon, quand même avant tout en France. C'est Pierre Fédida qui en a été le président jusqu'à sa mort. C'est Roland Gori qui a repris donc la présidence ensuite. Et quand Roland Gori a pris sa retraite, c'est moi qui ai repris la présidence, donc depuis une bonne dizaine d'années, je dirais. Oui, un peu plus, une douzaine d'années, je pense. Et je vais passer la main là, instamment. Cette association, justement, avait pour but de garantir une forme d'avenir. C'est pas corporatiste, c'est pas on veut du boulot et on veut garder notre précaré à tout prix. C'est vraiment garantir une certaine éthique, une certaine conception du monde, une certaine vision des choses. Cette association s'est beaucoup développée. Il y a eu un moment où il y avait presque 300 membres. Bien sûr, elle décline, je crois, d'une certaine façon, avec tous les tenants et tous les aboutissants qu'on peut voir. Et surtout, on voit bien que les très gros labos de psychopathologie et psychanalyse en France, l'âge du lest, perdent de leur consistance, se diluent, déclinent, disons ça comme ça, même si je pense que un certain nombre de collègues vont protester par rapport à ce que je dis, mais bon. Les gros laboratoires, par exemple, de Toulouse, de Montpellier, même d'Aix ou de Nice, par exemple, vraiment perdent du champ. On a vu tous les problèmes qui se posent à Paris, à Paris 7, Diderot, même à Paris 5, sur un autre plan. On voit bien ce qui se passe. Ce qui fait que je crois que des gros laboratoires de psychopatho, psychanalytiques universitaires en France,
Il y a celui de Lyon, certainement. Il y a le nôtre, puisque nous regroupons non seulement donc le laboratoire de Rennes, où nous sommes une quinzaine d'enseignants-chercheurs titulaires, ce qui est quand même important, mais également Angers, enfin l'UCO, l'Université catholique de l'Ouest, Brest et Poitiers. Il y a un réseau encore. Oui, ils font partie du laboratoire, hein, les enseignants, c'est institué, etc. Donc nous sommes un gros laboratoire, et si on compte les laboratoires parisiens, on peut dire là où il y avait au moins une quinzaine de laboratoires auparavant de taille importante, il y en a 3, 4, 5 si on est gentil, enfin, mais c'est plus du tout comparable. Et on sait bien que pour qu'ils arrivent à tenir, et à se maintenir, il faudra beaucoup de facteurs. Si on se revoit dans 10 ans, j'ai peur que mes paroles soient un peu trop prophétiques, mais je pense qu'il y aura peut-être encore 2 laboratoires de cette taille et de cette ambition qui existeront, mais certainement pas plus. Ça, c'est une première chose. Il y aura quelque chose à soutenir dans les années qui arrivent, alors, c'est ça ? Est-ce qu'il faut que je sois honnête avec vous ? J'ai l'impression que depuis quelques années, nous menons des combats d'arrière-garde. On ne fait pas plus. Nous luttons, nous sommes à contre-courant tout le temps. Ce n'est pas une raison pour abdiquer, tout au contraire. Mais je pense que les combats importants ont déjà été perdus. Bon, je vais dire 2 choses. J'aime bien cette allusion. Je ne sais pas si vous avez vu Skyfall, l'un des derniers James Bond. Oui. Il y a un passage que je trouve assez émouvant où on presse M de prendre sa retraite. On lui dit qu'elle a eu une carrière honorable, etc. et qu'il est temps pour elle de prendre sa retraite. Et elle dit « J'en ai rien à foutre de votre honorabilité. Moi, on m'a confié les clés de la maison dans un certain état. Je tiens à les rendre dans le même état. » Très honnêtement, moi j'avais un peu cette ambition, juste arriver à rendre les clés de la maison dans un état pas pire que celui... Bon, je crois très honnêtement, il y a quelques années, je me disais j'y arriverai, nous y arriverons. J'y crois plus vraiment, très honnêtement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai vraiment des références assez saugrenues ou exotiques. Je vous prie de m'en excuser. Il y a une référence qui me paraît très intéressante. C'est un livre, ce sont des livres que je lisais adolescent, la série des fondations d'Isaac Asimov, un grand auteur de science-fiction. Il y a cette idée très simple, prenons ça sur un plan métaphorique, d'un empire galactique. Et il y a l'un des héros, je ne sais plus comment il s'appelle, au tout début du cycle, qui a l'idée que, de toute façon, il y a quelque chose d'inéluctable, l'Empire va s'effondrer. Alors, que l'Empire s'effondre, il s'en fiche. Mais avec l'effondrement de l'Empire, va aller de pair l'effondrement de valeurs, d'un certain mode de vie, de plein de choses de ce type. Et il a cette idée qu'on ne peut pas s'y opposer. Mais qu'en revanche, il y a des grands cycles, qu'à partir des cendres renaît des choses, etc. Et que si on ne peut pas s'opposer à un certain type d'effondrement, on peut en revanche mettre en place toute une série d'éléments qui vont permettre une renaissance beaucoup plus précoce, bien meilleure, et qui permettrait de faire ressurgir les dimensions, les valeurs, etc. auxquelles on tient. Et il crée une fondation. Alors on appelle ça de la psychohistoire. Bon, je vous laisse faire ce que vous voulez avec ce signifiant. Il crée une fondation dont le but est celui-là, permettre d'accompagner d'une certaine façon l'effondrement de structures, l'effondrement du monde tel qu'on le connaît, et en permettre une forme de renaissance qui soit appropriée et opportune. Et d'une certaine façon, je me raccroche comme je peux peut-être aux branches, mais je me raccroche un peu à cette idée que certainement, alors c'est pas la psychanalyse encore une fois d'un point de vue corporatiste, c'est aussi ce que représente la psychanalyse, ce moment particulier où elle a pu naître
cette vision de l'esprit, cette vision du corps également, cette vision du monde, cette vision de la place de l'humain dans le monde, tout ce que finalement elle vient représenter là, je crois que c'est quand même très menacé. C'est pas pour autant, bien sûr, qu'il faut baisser les bras et dire que de toute façon tout est foutu et on n'y arrivera pas, mais que peut-être ce qu'on peut faire, c'est, tout en continuant à essayer de maintenir vif ces valeurs, cette éthique, des tas de choses, c'est aussi préparer les moments dans quelques dizaines d'années peut-être, et si le monde existe toujours, si par ailleurs il n'a pas été complètement mis à sac par l'homme, ce à quoi on s'emploie quand même beaucoup actuellement. Pour les gens qui écoutent le podcast, nous sommes le lundi 11 juillet et il doit faire 30 degrés dehors. Il fait 30 degrés dehors et il est prévu qu'on aille jusqu'au 35 ou 38 très bientôt. Mais bien sûr, comme le disait Claude Allègre, tout ça, ce ne sont que de pures spéculations et ça n'arrivera jamais. Donc, je me dis que dans quelques dizaines d'années, si cette Terre continue à exister pour l'homme, je suis persuadé qu'elle existera. L'homme y aura-t-il encore une place? C'est une autre question. Mais si cette Terre existe toujours appropriée à l'homme dans quelques dizaines d'années, je pense qu'il sera important, si tant est qu'il y a un moment où les choses vont être beaucoup voilées, il est important que toute une culture au sens très fort du terme puisse vraiment reprendre, non pas renaître, mais en tout cas reprendre son essor, disons-le comme ça. C'est vrai que historiquement, la psychanalyse peut apparaître aussi, en tout cas peut se pratiquer à partir du moment où la parole est mise en difficulté, ou en tout cas une clinique est possible, même, je dirais même surtout, quand la parole du patient ou du sujet est mise à l'épreuve. Oui, et puis je crois, si vous voulez, qu'il faut aussi quand même certaines conditions historiques, politiques, si on peut dire, même économiques d'une certaine façon, pour que une certaine pensée, une certaine élaboration psychique puisse avoir lieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il est nécessaire forcément qu'il y ait telle ou telle condition pour que... Non. Mais néanmoins, on se rend bien compte qu'il y a forcément une forme de contexte, je dis économique, politique, écologique presque. Il y a une forme de contexte qui seul permet qu'une certaine pensée reste vive. Voilà. Je crois que la psychanalyse correspond à une certaine forme de pensée. Je crois que cette forme de pensée, c'est peut-être plus juste de le dire ainsi. Je crois qu'au-delà de la menace qui pèse sur la psychanalyse, je crois que cette forme de pensée que représente la psychanalyse est menacée aussi. Et c'est ça qui me paraît le plus triste, le plus terrible. C'est par rapport à ça, je crois, qu'il faut être le plus vigilant. Et en tout cas, que s'il y a des combats à mener, ils méritent vraiment de l'être. Que cette forme de pensée que vient représenter la psychanalyse ne devienne pas lettre morte. D'où la transmission dont on parlait, absolument. Aussi bien auprès des étudiants qu'avec les patients, que dans les institutions aussi. Tout à fait. Il y a un enjeu important. Merci beaucoup pour cet échange passionnant et puis pour votre accueil surtout, par cette chaleur effectivement aujourd'hui. Et puis à bientôt. À très bientôt, j'espère que vous pourrez faire quelque chose de... Très certainement. C'est bafouillage. Merci encore. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de cette rencontre avec Alain Bellauzer qui revient donc sur son parcours et pour qui, comme M dans James Bond, ce ne sont pas les éloges pour sa carrière ou son honorabilité qui l'intéressent, mais l'avenir de la psychanalyse, la transmission de ce qui l'a animé et l'anime toujours autant aujourd'hui. Non seulement il revient donc sur son parcours, mais il nous rend aussi compte de ce qu'il nomme une inflation administrative majeure. Toutefois, pas question de s'appesantir sur la place et l'avenir de la psychanalyse, mais davantage préparer le moment de son éventuel retour. Parce qu'Alain Bellauzer n'est pas intéressé par la psychanalyse en tant que telle, et d'un point de vue corporatiste, mais plutôt par rapport aux valeurs auxquelles il tient et à ce qu'elle représente en ce sens, avec cette vision bien à elle de l'esprit, du corps et du monde.
Bien que cette forme de pensée que représente la psychanalyse soit menacée, Alain Belozer s'est investi et s'investit toujours pour garantir une certaine éthique, une certaine conception du monde, une certaine vision des choses, parce qu'il y a des combats à mener qui méritent de l'être. Histoire de psy, ça vous a plu ? Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.